Rebonjour. On va continuer où est-ce on avait arrêté la dernière fois. Et ce que je vous expliquais, c'est justement par rapport à communiquer via un logiciel. Exemple ici, LibreOffice, puis on veut communiquer avec Microsoft Office. Et les petits problèmes que la gendarmerie française a eus au début étaient justement des problèmes d'interopérabilité entre les systèmes pour communiquer, soit eux avaient commencé à utiliser LibreOffice, et entre eux, et dans toute la gendarmerie, n'utilisaient que LibreOffice, et ça fonctionnait au poil. Sauf que quand ils devaient communiquer avec quelqu'un qui n'avait pas LibreOffice et qui utilisait... puis à l'origine aussi, il n'y avait pas encore changé de système d'exploitation. Ils ont commencé par le navigateur Internet, qui ont changé pour Firefox, et ensuite, le logiciel de communication par traitement de texte, LibreOffice, et ils n'ont pas renouvelé des licences Microsoft Office. Et là, ceux qui recevaient les communications ou qui voulaient échanger des courriers, justement écrits, et qui voulaient les ouvrir avec la suite Microsoft Office ou la suite LibreOffice, bien, entre LibreOffice, ça fonctionnait très bien, là. Il n'y en avait pas de problème. Dans du temps, c'était OpenOffice. Avec OpenOffice, ça marchait, là, très, très bien, puis c'était parfait, dans le meilleur des mondes. Et là, quand nous temps de communiquer avec du Microsoft Office, bien là, ça s'est mis à faire un petit peu comme on dit, du taponnage, puis là, ils se sont rendus compte finalement que le problème, c'était que LibreOffice était pas imposé, lui. LibreOffice était offert, il était gratuit en plus. Il fonctionnait très bien et eux pouvaient se passer facilement, comme tout le monde peut se passer facilement. Ils devraient se passer et ça commence même à urger qu'ils se passent de la suite Microsoft Office. Parce que Microsoft nous a montré par le passé qu'il y a des formats de fichiers propriétaires dont il était les seuls à disposer et qui vous essayez 15 ans plus tard d'ouvrir un de ces dossiers-là, un de ces fichiers-là, et vous n'avez plus de possibilités. Il ne vous offre pas de solution d'échange non plus. Fait que ça, c'est... Autrement dit, imaginez que vous écrivez l'histoire sur des fichiers propriétaires hein, qui sont imposés, et puis que 100 ans plus tard, vous essayez d'ouvrir pour essayer d'avoir le fin fond de l'histoire, finalement. Et non, vous ne saurez pas, parce que les fichiers ne sont pas lisibles. Et les codes pour ces fichiers-là ne sont pas accessibles. Bien là, vous venez de passer à côté de l'histoire, vous venez d'en perdre un méchant bout, là. Ça, c'est inconcevable, OK? Et c'est pourquoi les gens qui comprennent le problème se disent, bien écoutez, si Microsoft ne veut pas d'interopérabilité, ils veulent continuer à agir de cette façon-là, bien, on va simplement les tasser, même les bannir. C'est pas plus compliqué que ça, là. Et ce qui est très payant pour Microsoft, entre autres, c'est sa suite Microsoft Office, hein, encore plus que ses systèmes d'exploitation. C'est leur vache grasse, ça. C'est avec ce qui aide à nourrir une mini-quantité de personnes, une certaine élite, mais de toute façon, que ça ne nourrit pas grand monde d'autre. Mais non, écoutez, ça prend une révolution en informatique, là. Et il faut que ça change, OK? Fait que la gendarmerie ont été plus allumés un peu, eux autres, et ils ont dit, bon, c'est ça, bien nous, on va utiliser du libre et on va intercommuniquer facilement. Et dans 150 ans, si on veut relire un document, étant donné que les codes sources sont tout ouverts, même si on est rendu avec des nouveaux fichiers, avec des ordinateurs quantiques, ou nommez-les, là, il va y avoir possibilité de voir ce qui avait été écrit il y a 150 ans. Et même de le modifier, même si on veut. Et bon. Fait que ça, c'est essentiel. Ça, c'est une liberté informatique qui est vitale, aux connaissances, qui est vitale pour l'histoire, pour la compréhension. Si vous enlevez ça, c'est comme l'ancien film qu'on a... Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les plus âgés parmi vous vont peut-être s'en souvenir, mais je pense que c'est Fahrenheit 411. C'est des pompiers qui mettaient le feu. Les pompiers mettaient le feu aux livres. Il y avait un appel à la caserne, quelqu'un avait dénoncé quelqu'un qui avait des livres dans sa maison parce que pour mieux contrôler, il fallait qu'il garde sous l'ignorance le peuple. Et pour ça, bien, les livres étaient un danger pour l'ordre établi.
Fait que, les pompiers partaient, ils s'en allaient sur un call, comme on dit. Au lieu d'aller éteindre un feu, ils allaient l'allumer, eux. Si vous n'avez pas vu ce film-là, ça serait bon que vous regardiez ça. Il l'a même sur YouTube. Fahrenheit 411. Pas Fahrenheit 911, qui est un autre film de Michael Moore qui était fait par après, là. Mais Fahrenheit 411. Fait que c'est ça. Et que les hommes avaient décidé, justement, pour ne pas perdre les connaissances et pas perdre la poésie, pour ne pas perdre l'histoire, pour ne pas perdre tout ce qui est écrit, ils se sont dit, bien, étant donné qu'ils brûlent les livres, bien, il faudrait avoir des livres qui ne se brûlent pas. Et comment on va faire ça? On va apprendre le livre. Chacun avait la mission d'apprendre le livre. Puis là, il y en a un qui lisait un livre au complet. Et ce livre-là, il l'apprenait par cœur. Et quand il le savait, il était capable, il le récitait à journée longue. Il était comme à l'extérieur un peu de la ville sous domination. C'était des résistants, qu'on appelle. Et il était à l'extérieur. Eux disaient, moi, non, j'accepterai pas de faire sacrifier un livre important pour l'éducation, puis pour mon éducation, ma propre culture ou la poésie, tout ce qui est beau. Les gens étaient dans un système où est-ce que les sentiments, parce que les sentiments étaient censés être néfastes, et ils voulaient couper les sentiments le plus possible, et les choses qui allaient chercher des émotions, comme des choses, des livres à lire, de la poésie assez incroyable, que ce soit du Shakespeare ou peu importe. Non, ça devait être éliminé, ça. En conséquence, les gens apprenaient le livre et ils se nommaient même du nom du livre. Fait que moi, je m'appelle, exemple, George Orwell et je suis 1984. Et le livre était connu par cœur par la personne et pour s'assurer qu'il le garde en mémoire et qu'il le récite et qu'il soit capable de devenir des hommes et des femmes livres, bien, un coup que tout était assimilé, ils le brûlaient eux-mêmes. Fait qu'il n'y a pas... La police pompier d'État ne pouvait pas venir leur enlever leurs livres, sinon en les éliminant eux-mêmes, parce qu'ils étaient devenus le livre. C'est tout dans le même ordre d'idées, ce que je vous dis là. Je vous donne des exemples qui sont assez forts, mais qui fondamentalement sont comparables, parce que c'est du même principe. Si on est gardé dans une ignorance par des logiciels propriétaires dont on n'a pas le droit de regard, on peut s'en faire passer des vites. Et on passe à côté de bien des choses. Tout ça pour vous dire que la gendarmerie a décidé, après avoir utilisé les systèmes Firefox, LibreOffice, et que tout ça fonctionnait, comme les Français disent, du feu de Dieu, ils se sont dit, bien là, maintenant, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a lu comme documentation, et les gens qui peuvent nous supporter autour, on passe en système GNU Linux. On n'utilise plus Microsoft. On fait la transition de tous nos systèmes. Tous nos PC, là, on les met en Linux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont installé du Ubuntu. Ubuntu, qui est une distribution Linux grand public et qui est modifiable comme toutes les autres. Et ils n'utilisent que ces systèmes-là maintenant. Et ils disent qu'ils ont fait, ça a été le meilleur choix qu'ils ont fait en informatique. Vraiment. Et ils peuvent avoir du support aussi. Et c'est fini le cercle vicieux. Donc, mon document ici que j'avais enregistré, si je vous reviens dedans, non, je ne l'avais pas enregistré, non, c'est beau. Fait que c'est simplement pour vous dire qu'il y a moyen de l'enregistrer dans le format que l'on veut, dépendamment avec qui on veut communiquer. J'avais une petite mise à jour à faire justement du serveur Samba et Thunderbird ici. Je vous remontrerai à un moment donné. Là, il me dit que mon système est à jour. C'est très clair, c'est beau. Et si vous remarquez ici, en bas à droite, votre système est à jour. Quand il n'est pas à jour, ce n'est pas un crochet vert que sur le bouclier, mais c'est un bouclier qui est bleu. Et là, vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez faire les mises à jour en arrière-plan. Vous descendez votre fenêtre, vous continuez à faire vos choses parce que ça ne consomme pas beaucoup. En arrière-plan, mettons, vous n'en rendez même pas compte qu'il y a des mises à jour qui se font, là. Fait que là, la suite bureautique,
justement LibreOffice, là, si je vais ici, l'autre chose aussi que je peux vous montrer, bon, LibreOffice Calc, ça ressemble à ce que vous avez déjà connu, ça ici, là. En réalité, c'est Excel, je pense qu'ils appelaient ça en Microsoft. Fait que vous pouvez faire la comptabilité avec ça de la même manière. Vous pouvez faire des tableaux, vous pouvez tout faire, ou même garder un suivi sur des clients, même il y a des logiciels pour tout faire. C'est pas compliqué, mais ça, c'est ce qui vient avec la suite bureautique de LibreOffice. Puis ici, je reviens ici. Exemple, il y en a qui connaissent des PPS, qu'on appelle, là, des présentations. Bien ici, c'est présentation LibreOffice Impress. Fait que j'ai déjà fait des présentations avec ça. Vous mettez le titre, vous mettez une image, vous pouvez enclencher la diapositive simplement avec le clic de la souris. Vous pouvez y mettre un délai. Ça peut vous amener sur un hyperlien qui vous amène sur Internet, même le logiciel est vraiment complet. Vous pouvez tout faire avec ça aussi. Et si vous apprenez à le connaître, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça. J'ai fait des présentations avec ça. Moi, j'ai fonctionné pendant 3-4 ans avec des présentations comme ça, puis c'était très clair. Puis je veux ça, tout qui s'en allait là, 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 là. Puis les images étaient en haute résolution et j'avais des sons même que je pouvais animer entre les images, des transitions. Ça tourne, m'en est, ça ouvre de même. Plein de choses que je pouvais faire. Et puis, même si c'était en OpenOffice et qu'il y avait quelques fonctions de moins que LibreOffice actuellement, mais actuellement, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec. Mais c'est un logiciel gratuit, là, OK? Open source aussi. Donc, au code modifiable, au code consultable aussi. Fait que si on passe à l'autre partie, exemple, graphisme. Il y a un logiciel que tout le monde a entendu parler ou que certains connaissent et que la plupart ne l'ont pas acheté parce qu'il se vend très cher. Et la plupart l'ont piraté, ce qui est le logiciel qui s'appelle Photoshop. Et là, ils sont rendus à Photoshop CS6, je crois. Avec ça, il fallait trouver quelque chose de similaire en Linux, mais gratuit. Et je vais vous dire que, étonnamment, le logiciel que je vais vous montrer là, il est pas mal bien abouti et pas mal bien réussi et assez étonnant. Ce qu'on appelle GIMP, c'est la version 2.8 que j'ai ici. Fait que c'est un éditeur d'images qui est comme, finalement, comme Photoshop. Il y a peut-être quelques fonctions de moins que Photoshop. Et si on apprend à s'en servir, c'est assez étonnant tout ce qu'on peut faire avec l'éditeur d'images GIMP ou GIMP. Comme là, vous voyez ici, les barres d'outils sont de chaque côté. Mais il y a possibilité aussi, les fenêtres, de les mettre en mode fenêtre unique, comme vous voyez ici. En mode fenêtre unique, là, il va ressembler à Photoshop. Vous voyez? Voilà. Donc, vous avez votre barre d'outils ce côté-là et vous avez toutes les autres options ce côté ici et le menu du haut. Donc, vous pouvez faire tout, à peu près tout avec. Il y a aussi des logiciels vectoriels pour faire vraiment de haute précision, des logos de compagnie et ainsi de suite. Et même plus que ça. Dans ce que j'ai ici, dans la Linux Mint, dans le graphisme, j'ai pas le logiciel que je voulais vous parler, mais regardez bien ce qu'on va faire. On va l'installer. Je vais vous montrer comment que ça s'installe en même temps, un logiciel en Linux, comment que ça peut être simple. Ici, c'est l'outil de numérisation Simple Scan. Donc, ça ici, si j'avais une imprimante sans fil à quelque part, de préférence pour l'interopérabilité encore, clé en main, le HP, la compagnie HP sur les imprimantes sont réveillées, comme je vous avais déjà dit. Et je voudrais numériser un document. Il y a une imprimante HP dans le coin. Je mets un document là et je veux le numériser.
J'ai jamais utilisé l'imprimante. Je ne suis pas branché sur un fil, mettons. J'ai le sans fil avec mon portable. Et je commande une fonction au scanner de l'imprimante. Mais j'ai jamais installé l'imprimante dessus, là. Et j'ai sorti de la boîte, je l'ai mis là, puis je mets une feuille dedans, puis je clique sur outil de numérisation Simple Scan, et il va me chercher une imprimante réseau. OK. Il me dit, OK, j'ai une imprimante ici, tel numéro, est-ce que c'est bien ça? Je regarde sur le dessus, bien sur la boîte. Oui, c'est bien ça. Veux-tu installer les pilotes pour la faire fonctionner? Oui, s'il te plaît, vas-y. Voilà, il me les installe. Veux-tu faire un test, voir si l'image passe bien, si c'est beau? Oui, OK, teste-moi ça pour le fun. Et voilà, c'est fait. Je me suis pas cassé le pompon, là, de midi à 14 heures, là. J'ai demandé ça et clac, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est de l'efficacité, du plug and play qu'on appelle, qui est très, très, très efficace. Et ça, c'est le fun quand ça marche de même. On ne cherche pas, on y va et ça y va tout seul. Dans les logiciels de graphisme, justement, il y en a un qui est très étonnant. Il n'est pas nécessairement de base dans la Linux Mint et dans bien d'autres aussi distributions Linux, parce que c'est un logiciel quand même assez professionnel et il faut être capable de travailler avec. Et pourquoi l'installer si des gens sont nouveaux premièrement Linux et deuxièmement sur un système qui sert au graphisme comme ça? C'est peut-être pas d'avance de le mettre dedans, mais pour ceux qui ont déjà travaillé avec, il y en a qui sont même rendus professionnels avec ce logiciel-là. Regardez bien, là, dans mon menu, je veux installer des logiciels. Il y a un logiciel que j'ai en tête, là, OK? Et, bon, je vais taper logiciel. Il m'apparaît ici à droite, gestionnaire de logiciels, gestionnaire de paquets synaptiques, installateur de paquets GDB, puis source de logiciels. Bon, bien, logiquement, c'est un gestionnaire de logiciels. On va cliquer dessus. Il me demande le mot de passe parce que c'est moi le boss. Fait que c'est moi qui signe la facture. J'y mets mon mot de passe. Là, je ne l'ai jamais ouvert, donc là, il faut qu'il remplisse toute sa base de données. Il y a peut-être 75, 80 000 logiciels disponibles dans ce gestionnaire de logiciels-là qui m'ouvre là. Et ça, tout est classé par catégorie, vous voyez ici, les suggestions de paquets. Les paquets, c'est ce qui compose les logiciels. Ça, c'est tous les paquets, tout ce qui a rapport aux paquets d'Internet, multimédia, graphisme, bureautique, jeux, accessoires, outils système, police de caractère, sciences et éducation, puis développement. Exemple, ici, il y a 6069 paquets logiciels pour des outils de développement sur un total actuellement de 74 537 paquets disponibles. Donc, j'ai 74 000 logiciels et ajouts de logiciels possibles par ce gestionnaire, qui est le gestionnaire, en réalité, qui est la base de la Logitech de Ubuntu, qu'on appelle, parce que Linux Mint a une base d'Ubuntu qui, elle, est née de Debian. Et ils ont une catégorie de logiciels qui sont comme exclusifs à l'intérieur des serveurs. Et ces logiciels-là sont passés au peigne fin et ils doivent être mis à jour aussi, upgradés avec les nouvelles versions, les nouveaux noyaux, les nouveaux kernels en Linux. Fait que c'est continuel, du développement qui se fait pour assurer toujours la pérennité de tous les logiciels utilisés. Fait que là, dans notre cas, c'est un logiciel de graphisme que je veux vous montrer. Fait qu'on voit ici, là, GIMP, justement. Il y a un crochet vert dessus parce qu'il est installé. Mais moi, ce que je veux, c'est un logiciel qui fait du 3D. OK? Et je connais le nom du logiciel. Le logiciel s'appelle Blender 3D. Et là, je le vois ici, là. Blender. Je double-clique dessus. Et là, ici, il me dit Blender est une suite logicielle intégrée pour la modélisation, l'animation, le rendu, le post-production, la création, le rendu interactif jeu. Blender a sa propre interface utilisateur implémentée entièrement avec OpenGL
est conçu pour la vitesse. Une interface en Python, qu'on appelle, là, ça c'est un langage de programmation, est disponible pour les scripts, les fonctions d'import-export, les formats de fichiers 3D populaires comme 3D Studio et Wavefont OBJ sont implémentés par des scripts par la communauté. Les images fixes, les animations, les modèles. Bon, bref, vous lisez la description de ça. Il y a des gens qui mettent leur avis aussi, parce qu'on peut, en s'enregistrant dans le gestionnaire de logiciels, on peut donner notre avis et donner des commentaires justement sur les logiciels qui sont là pour situer les gens mieux s'ils arrivent et ils disent, bon, j'ai trouvé le nom du logiciel que je veux, est-ce que ça, est-tu bon? Hein? Il marche-tu bien, ce logiciel-là? Fait que là, vous avez justement, via des étoiles, l'avis des utilisateurs. Bon, fait que c'est tout ça, moi, m'a convaincu, là. Je peux aussi aller plus loin, voir un peu comment que c'est. Ah, OK, bon, ça, c'est ça qui me donne comme capture d'écran. Oui, OK. Ah, regardons ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et là, j'ai appris en plus, là, pas moi, là, mais vous, mettons, vous avez appris qu'en réalité, le film Avatar, a été fait avec des systèmes Linux et qui ont utilisé Blender 3D. Je ne sais pas si vous savez les images assez hallucinantes qui sont dans ce film-là. Bien, c'était fait avec Blender 3D. Okay? Et ça a été modifié et ainsi de suite pour donner la fluidité de l'animation puis tout ça. Mais tous les dessins, finalement, ont été faits avec ça. Puis c'est hallucinant. Fait que là, il est non installé, il me l'indique ici. Puis moi, je dis, bon, ben je veux l'installer. Je clique sur Installation. Là, il me dit les opérations en cours ici en bas. Fait qu'étant donné que c'est un logiciel qui est dans la base de données, c'est un logiciel qui est passé au peigne fin, je me casse pas la tête à savoir. Vous savez, tout ce qu'on a connu dans les émissions précédentes, je veux avoir un logiciel, même un antivirus en Windows. Il faut que je m'en aille sur Internet. Ça me prend un aviseur de site pour être sûr que je ne tombe pas sur un site pas propre. Je dois aller sur le site de l'éditeur. Hein? Et sur le site de l'éditeur, je devrais être correct, me croise les doigts. Je télécharge le fichier. Et puis, ensuite de ça, bien là, il faut que je le scanne, hein, m'assurer qu'il n'y a pas une saleté dedans, en espérant que mon antivirus et mon anti-spyware, mon anti-malware sont à jour sur les bases de données des nouvelles menaces, qui peut être justement dans ce que je viens de télécharger. Les gens pensent les gens disent, bien, Linux, c'est difficile, c'est compliqué. Vous le 10 ans, peut-être. Mais ceux qui disent ça maintenant, là, ils sont vraiment à côté de la traque, là. Parce que c'est bien plus compliqué en Windows. Parce que là, regardez, je viens d'installer un logiciel. Là. Je me suis dit, est-ce qu'il a fallu que je passe par Paris, Londres, et puis faire le tour de la planète, puis de faire... Non, j'ai installé un logiciel. Est-ce qu'il m'a demandé, voulez-vous accepter la licence? Oui. Voulez-vous la barre d'outils Yahoo? Voulez-vous voulez-vous... Il m'a-tu demandé de quoi? Il ne m'a rien demandé de ça parce qu'il sait que j'en veux pas. OK? Je demande un logiciel qui fait du 3D. Je ne suis pas parti magasiner avec un panier. J'en ai pas de panier, là. Je veux un logiciel qui fait du 3D, c'est tout ce que je veux. Moi, là, c'est ça, là. Lâche-moi avec tes choses. Bien, ça, ce que vous connaissez en Windows, tout le monde, vous pensez que c'est normal, là, bien, c'est pas normal, OK? Parce que ce qui est normal, c'est de faire ce qu'on vient de faire là, ce que vous venez de voir, là. Fait que là, ici, moi, j'ai un dock en haut qu'on appelle, ça s'appelle KeroDock, que j'ai installé. Bien, je trouve ça fonctionnel puis beau en même temps. Et lui, il s'est rendu compte que Blender avait été installé, puis il me demande de lancer cette nouvelle application-là avec le petit crochet vert. Puis je dis, ah ouais, donc, pars-moi le don. Et voilà. Blender 3D. Et c'est pas une bébelle, mettons ça, OK? C'est un logiciel vraiment professionnel. Puis comme vous pouvez voir aussi, ici, là, en arrière, là, dans l'arrière-plan, regardez les genres de personnages que vous pouvez faire. Exemple, là, les personnages de Shrek, là, vous pouvez faire ça avec Blender 3D. Là, OK? Mais ce n'est pas quelqu'un qui va arriver la première semaine en Linux pour commencer, puis qu'ensuite de ça
va installer le Blender 3D qui va faire une animation qui va se vendre chez Pixar la semaine d'après, là. OK? Fait que c'est... mais c'est pour vous montrer les possibilités que vous pouvez avoir en Linux, la liberté d'utiliser aussi des logiciels même que vous pouvez transformer vous-même, qui sont libres. Les codes sources sont disponibles et vous pouvez tout faire. Fait que la prochaine émission, on va voir une autre facette de GNU Linux. Passez une bonne journée et à la prochaine.